Bonjour à tout le monde, ravi d'être des vôtres. Nous le savons, nous sommes en pleine semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Alors cette semaine-là est une fabuleuse aventure et on constate l'intérêt croissant des entreprises, des personnes actives pour la question de l'emploi de tout le monde. Cette année, la thématique qui a été choisie est la thématique du handicap dit invisible. Alors j'ai bien dit invisible parce que le handicap, quel qu'il soit, d'une certaine façon transparaît toujours en termes d'exclusion, par exemple. C'est presque la définition du handicap. Mais si vous le voulez bien, pour découvrir ces sujets-là, je pense qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir recours à des épais volumes de 2000 pages. La sagesse est parfois contenue dans les bandes dessinées aussi. Je deviens un peu belge. Donc, en Belgique, il y a le chocolat, mais il y a aussi les BD, que des bonnes choses, en d'autres termes. Et donc, voici une petite BD pour commencer notre journée. C'est l'histoire d'un bébé. Un bébé qui fait « ma ». La maman est très émue. La maman dit « Oh, il est sur le point de prononcer ses premiers mots. » Sauf que, misère, malheur, c'est une formule de maths qui sort. Et donc, que fait la maman? Très logiquement, eh bien, elle jette le bébé dans une poubelle. Alors, que me direz-vous? C'est choquant. Oui, mais en fonction de ce qui vous choque ou pas, on peut faire votre bilan psychiatrique. Ben oui, la plupart des gens dits valides, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ignore. La plupart des gens dits valides croient, et c'est d'une certaine façon vrai, qu'il est choquant de jeter un bébé matheux dans la poubelle. Nous sommes d'accord. Mais il y a d'autres choses qui pourraient vous choquer. Par exemple, le fait que la formule de maths soit fausse. C'est ce que, en général, mes camarades autistes remarquent en premier, quoi. Et beaucoup sont traumatisés. J'en ai un de camarade autiste depuis que je lui ai montré ces images il y a peut-être 1 an environ déjà. Il ne me dit plus bonjour. Et il me dit, Joseph, ta formule était fausse. Oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait, cette image. Donc, bref. Et puis, un autre de mes camarades était bien plus radical encore. Il a dit carrément, je comprends que la maman jette le petit s'il raconte n'importe quoi. Voyez? Donc, si jamais vous faites une erreur dans vos calculs de maths, méfiez-vous. Vous savez quel triste sort vous attend. Voyez? Mais il y a encore une autre raison d'être choqué par rapport à cette petite histoire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un problème environnemental dans cette BD. Nous avons reçu un message secret d'une jeune Suédoise, une certaine Greta T, qui tient à son anonymat. Et donc, elle nous fait signaler qu'en fait, les bébés ne sont pas des substances recyclables et dès lors ne sauraient être déposés dans des poubelles recyclables. Cela contrevient à la directive européenne 17453, alinéa 11e, sur le recyclage des déchets et surtout cause donc une pollution atmosphérique tout à fait regrettable. Voyez? Donc il y a diverses façons de comprendre cette histoire, tout comme il y a diverses façons de comprendre les histoires de la vie humaine. Et justement, savoir s'ouvrir à cette pluralité d'histoires vécues, c'est peut-être l'objectif même de cette journée et de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Parce qu'en vérité, on nous apprend à juste titre à savoir chérir et préserver la biodiversité. C'est une tâche noble. Mais qu'en est-il de la biodiversité humaine ? Pourquoi est-ce que donc la biodiversité ne s'appliquerait-elle qu'à je ne sais quelle espèce de fougère ou d'oiseau dans les collines ou montagnes? Pourquoi est-ce que ce même principe ne s'appliquerait pas à l'être humain? Parce qu'en vérité, l'être humain lui-même
est multiple et il y a bien des façons d'être humain. Et explorer l'univers du handicap, c'est être en présence directement de cette biodiversité humaine-là. Voyez? Donc, si vous le permettez, je vous proposerai une sorte de visite guidée, une sorte de petite balade à travers le monde et à travers certains pays pour voir un peu à quoi ça ressemble, comme le disent nos amis québécois, qu'est-ce que ça mange en hiver, quoi, hein? Mais avant cela, il y a une partie chiante. Rassurez-vous, elle sera brève, cette partie chiante. Il faut quand même donner quelques chiffres, voilà. Sinon, on me dira qu'une fois de plus, je n'ai fait que raconter des blagues et que je n'ai pas donné de contenu scientifique au propos. Donc, en quelques mots très brefs, première question. Combien sont-ils? Comme l'aurait dit le camarade Staline, combien de divisions? Voilà. Donc, c'est très simple. Le handicap en tant que tel, alors, il y a des petites querelles sur les chiffres, concernerait quelque chose comme entre 10 à 15% de la population. De ces handicaps-là, l'immense majorité sont, comme on dit, invisibles. Alors, de fait, comme je l'ai déjà dit, ces handicaps-là transparaissent quand même. Mais on peut estimer avec les organismes tels que la GFIP ou le FIP qu'on est à quelque chose comme 80% de handicaps dits invisibles. Sur ces handicaps-là, ce sont les handicaps cognitifs qui sont, j'allais dire, le gros des troupes, statistiquement parlant. S'agissant de l'autisme, la prévalence de fréquence de l'autisme dans la population générale est d'environ 1%. Ça veut dire qu'il y a en France beaucoup plus d'autistes que de Toulousains, quoi. Voilà, à peu près 2 fois plus, en chiffres très ronds. Je dis Toulouse pour une raison très simple, on y reviendra à la fin du propos. Il y a une raison bien particulière. Pourquoi choisir cet exemple-là? On y reviendra. Alors, donc, ça fait pas mal de monde, surtout si vous y ajoutez les familles. Et il ne faut pas oublier que la thématique de l'autisme, par exemple, est liée à d'autres thématiques qui certes sont médicalement un peu distinctes, mais qui néanmoins partagent un certain nombre de traits tels que les troubles 10. On découvre ensemble, petit à petit, ce monde-là, cette galaxie-là, des particularités 10 des YS, donc avec toutes sortes de formes et modalités, mais également d'autres spécificités. Par exemple, on pourrait parler, que sais-je, du TDAH, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, etc. Il s'agit donc véritablement d'une illustration de la pluralité de l'être humain. Alors, la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous avez survécu à la partie chiante. Voilà. Maintenant, on veut découvrir les choses par des petites histoires et petites anecdotes. J'ai une question à vous poser. Dites-moi, que deviennent les gamins autistes au bout de 15 ans ou 20 ans? Est-ce qu'ils disparaissent sur Mars? Non. En fait, non. Ils deviennent des adultes. Ah, là, vous me direz que c'est trivial ce que je vous raconte. Pas tout à fait. Rendez-vous compte, dans les palais dorés parisiens, il y a des gens payés à réfléchir très, très, très fort. Et ça, ils n'y ont pas pensé. Donc, le devenir adulte des personnes en situation de handicap, c'est une thématique majeure. Voyez, on pourrait raconter 1001 anecdotes sur la terrible impréparation des autorités publiques par rapport au sujet du devenir adulte, sans faire de l'archéologie presque préhistorique. À l'époque du premier plan autisme, il y a une quinzaine d'années en arrière, actuellement nous en sommes au 4e. Rendez-vous compte, la France a déjà 4 plans autisme, la Suède 0, mais nous on a 4 plans autisme. Donc à l'époque du premier plan autisme, il n'y avait pas un seul traître mot dans le texte sur le devenir adulte des personnes. Le devenir professionnel, ce qui est quand même saisissant quand on y réfléchit. Et comme toujours, il y a un tabou dans le tabou qui est celui des personnes âgées. Et ça, malheureusement, vous pouvez écumer tous les colloques, symposiums savants de France, de Navarre et de Monaco aussi. Vous n'entendrez jamais parler ou presque des personnes seniors concernées par des handicaps et spécifiquement l'autisme.
Voyez? Donc là, on a véritablement un blocage culturel majeur. Je suis frappé par la très faible appétence des chercheurs à s'emparer de ces sujets-là. On voit qu'il y a un tabou massif. Petite anecdote pour vous dire les choses. Discussion avec un ami malgache à Madagascar. Vous voyez, Madagascar, pays pauvre où il y a toutes sortes d'enfants malheureusement qui ne sont pas scolarisés, qui sont dans les rues. Donc discussion avec un ami malgache. Pourquoi donc vous avez tous ces enfants qui traînent dans les rues? Réponse de l'ami malgache. Et pourquoi toi tu fais crever les vieux à l'hôpital, quoi? Fin de la discussion, quoi. Hein? Voilà. Donc, je peux vous donner une illustration cette fois dans l'autisme. L'autre jour, j'étais en Belgique. En fait, je passe presque tout mon temps, mais bon, passons. Et donc, j'étais dans un lieu rural en Belgique. Et là-bas, évidemment, il n'y a pas grand-chose à faire. Et chose curieuse, j'avais 2 heures de libre dans mon agenda. Hein, déjà, ça vous rend mal à l'aise, vous vous dites, vous avez zappé un événement, un quelconque. Et donc, je demande à mes amis belges, y a-t-il un musée près de chez vous? Que peut-on donc faire ici? Et eux de me répondre, non, un musée, comment ça? Mais il y a une dame qui collectionne des boîtes. Alors moi, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, quand j'entends cette phrase, c'est le radar à autistes qui se déclenche. Hein? C'est un peu comme, paraît-il, les policiers ont une sorte de flair pour les délinquants. Ils savent deviner où est le délinquant dans une foule. Hein? Mais donc, dans mon petit cas particulier, j'ai une forme de déformation professionnelle comme ça. Et donc, j'ai instantanément dit, je veux voir cette dame. Et j'ai passé l'une des après-midi les plus mémorables de ma petite existence. J'ai fait donc connaissance avec Madame Dardenne. Madame Dardenne, Yvette Dardenne, la voici, si cette bécane désobéissante veut bien faire les choses. Voici Madame Dardenne. Alors, si vous ne la connaissez pas, et si vous la rencontrez, par exemple, dans le village, vous direz que c'est une adorable mamie qui va au marché, comme il y en a d'autres, certes, mais Madame Dardenne a un secret, un énorme secret, c'est qu'elle a la plus grande collection au monde de boîtes en métal, peintes et imprimées. Et dès lors que vous arrivez chez elle, vous comprenez une chose, c'est que Harry Potter, c'est la vérité. Vous arrivez chez Madame Dardenne, elle vous ouvre avec son ton de voix monocorde, le fameux accent autiste et le regard fixe, et vous voyez des boîtes et des boîtes partout. Alors, évidemment, ça ne marche pas. Donc, il y a des boîtes partout. Et Madame Dardenne connaît pour chacune des boîtes ses dimensions en millimètres et son numéro. Elle ne se repère pas dans le temps en disant, par exemple, mon mari est décédé le 17 janvier de telle année. Non, elle vous dira, mon mari est décédé le jour de la boîte numéro, que sais-je. Et donc, vous êtes impressionné, vous commencez à avoir les genoux un peu qui tremblent. Et là, Madame Dardenne vous propose de visiter le moulin. Elle a un moulin. Et avant l'ouverture des portes, vous êtes mis en garde. Elle vous dit, des personnes se sont déjà évanouies en voyant le contenu du moulin. Et donc, vous vous attendez au pire, quoi. Hein, voilà. Et là, soudainement, comme on dirait en wallon, oufti, vous êtes chez Alibaba. Hein, voilà. Parce que dans le moulin, il y a plus de 60 000 boîtes, et en fait, c'est plus grand encore que ce que nous montre cette modeste photo, plus de 60 000 boîtes qui vous contemplent et scintillent dans la pénombre. Si vous en déplacez une, Madame Dardenne le remarquera instantanément. Je lui avais demandé, Madame, avez-vous donc un catalogue central? Voyez, non, en fait, tout est uniquement dans sa tête. Voyez. Alors donc, à la sortie de ces lieux, j'étais, comme on dirait, chamboulé. Hein. Alors, cette personne qui n'a pas eu une vie typique, ça c'est certain, elle a eu une vie épanouie et épanouissante pour les autres aussi. C'est une personne qui sait réenchanter le monde. Nous vivons parfois dans un monde un peu terne, grisonnant,
cette personne a l'aptitude, façon Harry Potter, à réenchanter le monde. Évidemment, on ne peut que se demander qu'adviendra-t-il donc de la collection au trépas de Madame Dardenne. Voyez, ça, je ne l'ignore. Mais je suis convaincu qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit de ces personnes comme elle, qui savent et qui peuvent réenchanter le monde. Ah, juste une petite anecdote pour finir. Au moment donc de repartir de chez elle, elle m'avait dit qu'elle avait un nouveau centre d'intérêt. Donc je me suis dit, ah ça y est, elle s'est lassée des boîtes, quoi. Hein. Et elle de me dire, je collectionne des paniers en osier, quoi. Hein. Et donc je lui demande, fort bien madame, et combien de paniers avez-vous déjà? Et elle de me répondre, oh pas beaucoup, je viens à peine de commencer. Oui très bien, mais combien en avez-vous? Oh simplement 16 400. Ah oui, ok. On reviendra une autre fois. Voilà. Donc, bref. Et Madame Dardenne a écrit un livre qui dit je pense tout. Hein, et tout est exprimé dans le titre même du bouquin. Le titre, on ne peut pas l'inventer. C'est Le bonheur est dans les boîtes, évidemment. C'est symboliquement très fort, je pense. Hein. Peut-être qu'on peut retenir cette leçon de Madame Dardenne. C'est que finalement, quand on a une vie atypique, à rien ne sert de vouloir à tout prix se standardiser. Si l'on écoute les penchants spontanés de son cœur, peut-être que c'est comme cela que l'on pourra avoir une existence originale, riche et peut-être on peut utiliser le terme heureuse. Ah, voilà. Donc c'était une petite histoire belge destinée au moins à symboliquement exprimer le point de vue d'une personne autiste senior. Hein. Mais il en faudrait bien davantage, j'en conviens parfaitement. Alors maintenant, si vous voulez, explorons quelques traits. Comment est-ce que ces personnes fonctionnent? Comment est-ce que, je dirais, une vie de personne autiste advient? Et ce qu'on peut donc faire lorsqu'on est concerné par une différence. Pour cela, vous pouvez lire des bouquins savants, mais ils sont très chiants, donc je ne vous le recommande pas. Vous pouvez également tout simplement rencontrer des gens. C'est très efficace pour découvrir telle ou telle spécificité humaine. Ça me fait penser à une amie dont la sœur est schizophrène, est devenue schizophrène, hélas. Et donc, cette amie-là voulait en savoir plus sur la schizophrénie. Elle est allée voir un psychiatre pour qu'il lui explique les choses. Sauf que le dit psychiatre l'a tout simplement emmené dans un groupe de parole de personnes schizophrènes et l'a laissé là toute une après-midi. Je pense que c'est la meilleure façon de découvrir les choses directement. Mais il y a aussi une troisième façon. Ce sont les films. Ben oui, il y a beaucoup de films qui parlent, parfois sans le dire, des spécificités des gens humains différents. Et il y en a beaucoup même. Hein. Voyez, si vous voulez avoir un grand classique du cinéma français sur l'autisme, eh bien tout simplement regardez Le Dîner de cons, quoi. Voyez, Le Dîner de cons est de A à Z un film sur l'autisme, même dans les tout petits détails, la collection d'allumettes, etc. Voyez, donc, sauf que le terme n'est pas utilisé. Vous pouvez en prendre beaucoup d'autres de films qui montrent un peu ces spécificités. Pourquoi donc y a-t-il une telle présence de personnes différentes dans le cinéma? C'est très simple. La raison est très simple. C'est que la vie des gens dits normaux est chiante. Quoi. Quels sont les 3 ou 4 ingrédients classiques d'un film hollywoodien de personnes non handicapées? Il faut une fusillade, un scandale d'argent financier, quoi, et une histoire d'amour, pour le dire très pudiquement. Hein, voyez, j'étais un terme pudique, voyez. Et vous mélangez ces ingrédients-là, et vous avez des films hollywoodiens. Sauf qu'à force de remixer le mélange, on a déjà exploré toutes les facettes du flanc, quoi. Voyez? Donc les gens en ont marre. Les gens veulent avoir une vision différente, plus savoureuse donc, de la vie humaine. Et c'est pour cela que les réalisateurs de films sont désespérément en quête d'histoires nouvelles différentes. Le scénario est toujours pareil. Il tombe par exemple sur l'un de mes camarades autistes et il lui pique toutes ses anecdotes,
Puis on vire l'autiste sans lui dire merci évidemment. Et puis le réalisateur empochera des millions avec toutes les petites anecdotes. Voyez, c'est comme ça que naissent les grands films. Hein. Alors, en matière d'autisme, pour le découvrir, je vous propose, eh bien, tout simplement de travailler avec notre ami le rat de Ratatouille. Hein. Voilà. L'avez-vous remarqué? Le rat de Ratatouille est bizarre. Voilà. Nous allons essayer de mieux cerner cette étrangeté-là. Hein. Alors, tout d'abord, il faut évidemment le retrouver, ce qui n'est pas chose évidente parce que voici donc notre camarade le rat qui va bientôt apparaître. Donc le rat de Ratatouille, qu'est-ce qui vous frappe, qu'est-ce qui vous choque visuellement, sans entrer dans les détails de son fonctionnement? Visuellement, vous l'avez remarqué, il est bleu, non? Ça ne vous a pas frappé dans le film? Il y a une famille de rats qui a une couleur de pelage habituelle, hein, pour les rats à peu près comme ça, et soudainement, il y a un rat bleu qui naît. Il y a une mutation génétique dont j'ignore la nature exacte, et un rat bleu subitement naît. Donc bon, le bleu, évidemment, c'est la couleur emblématique de l'autisme, nous sommes d'accord, hein, voyez, c'est bien connu. Alors pourquoi le bleu est la couleur emblématique de l'autisme? Parce que c'est tout simplement la couleur préférée des autistes. La rétine est un peu différente. Si vous aimez bavarder pendant des heures et des heures sur les meilleurs tons de bleu, j'ai des contacts email à vous donner. Hein, voilà. Par exemple, mon amie Lynn Lavigne, la présidente d'Autisme Seychelles, est l'une des spécialistes du sujet. Voilà. Mais pas que, dites-moi, pourquoi le rat ici se déplace uniquement sur les pattes de derrière? C'est dit au début du film, si vous avez fait attention. C'est tout simplement parce qu'il suit les règles d'hygiène. Voyez? Les gens autistes suivent les règles, les lois. Il ne peut pas salir ses pattes de devant, sinon il ne pourrait pas s'adonner à la gastronomie. Et justement, nous avons là un premier trait des gens autistes. Les gens autistes ont des centres d'intérêt. Dans les bouquins savants, vous trouverez l'expression parfois centre d'intérêt restreint. Mais est-ce que ces centres d'intérêt sont réellement restreints? Une personne autiste qui réalise des dictionnaires de langue ancienne, ça c'est un centre d'intérêt restreint. Mais un non-autiste qui regarde TF1, ça c'est pas restreint. Voyez? Donc moi, parfois je ne comprends plus très bien le sens des mots, quoi. Hein? Donc on va dire centre d'intérêt tout court. Alors que fait le rat? Quel est son centre d'intérêt? C'est évidemment, le film le dit très clairement, la cuisine, la bouffe. Plus spécifiquement, il adore suivre les émissions du regretté chef Gusteau. Alors, le chef Gusteau parle de cuisine avec la même fréquence que Greta Thunberg parle du changement climatique, c'est-à-dire tout le temps. Hein. Il y aurait d'ailleurs un test psychologique à faire, de faire venir ici Greta Thunberg et de lui parler d'un autre sujet que le changement climatique. Je pense qu'il y aurait un moment de détresse absolue. Mais bon, ça c'est juste comme ça à imaginer. Hein. Et lorsque notre ami le rat s'adonne bien à son centre d'intérêt, que se passe-t-il? Eh bien, voyez la félicité qui se dessine sur son visage. Hein. Ce sont des moments de bonheur. Si vous souhaitez rendre des autistes heureux, vous savez comment faire. Comment font donc les non-autistes quand ils sont déprimés, comme on dit morale à zéro, déprime hivernale, automnale? Ben, les non-autistes discutent ensemble, ils socialisent. Au Québec, on dirait ils jasent ensemble, quoi. Hein, voilà. Mais chez les gens autistes, ce n'est pas totalement comme cela que ça se produit. Quand Madame Dardenne est déprimée, elle réorganise ses boîtes, quoi. Hein, voilà. Le centre d'intérêt, c'est ça, la source de la félicité. Hein, voilà. Donc, à méditer. Notre ami le rat également, eh bien, il contemple toutes sortes de détails qu'on peut voir, par exemple, sur ces schémas-là. Et il passe en vérité des milliers d'heures de sa vie à regarder ces schémas de cuisine.
les outils, ustensiles, mais aussi uniformes. Il y a des gens qui travaillent là dans la cuisine imagée et qui donc de ce fait peuvent avoir une certaine mission, une certaine fonction. Alors imaginez qu'à ce moment précis déboule la famille de rats et disent à notre jeune camarade « Ah ah, qu'est-ce que t'es bête! Pourquoi fais-tu donc comme le font les bipèdes? Tu devrais au contraire suivre la façon de faire des rats, à savoir donc de dénicher la bouffe pourrie au fin fond des poubelles. » Certes, mais si tout le monde faisait comme cela, l'évolution des espèces de rats ne serait pas forcément optimale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, heureusement qu'il y a des personnes, des rats ici, qui s'adonnent à des choses que les autres ne veulent pas faire. Parce que ces milliers d'heures d'apprentissage solitaire sont nécessaires, le jour J pour être efficace en cuisine. Voilà. Et je pense pouvoir ajouter aussi que ces moments-là, ce sont des moments de bonheur. Ma mère l'avait compris très vite. Quand le silence se faisait dans ma chambre, c'est que tout allait bien. Il y avait un autre sorte d'intérêt. Voilà. Donc, les gens autistes, sont des bricoleurs. Voici notre ami le rat. On a des messages parasites qui s'affichent. Notre ami le rat a donc placé un morceau de champignon sur une antenne de télé. Essaye de préparer ça au-dessus d'une cheminée. Ah bon, pour une fois que l'antenne de télé sert à quelque chose de constructif, voilà. Mais c'est juste un exemple d'anecdote de personnes bricoleuses, on pourrait en citer 1000. Voici une histoire américaine. C'est l'histoire d'un petit gamin autiste qui comptait les voitures qui passaient devant la maison des parents. Et il les distinguait en fonction de leur couleur. Les parents, notamment le papa, étaient furax. Le papa était un riche avocat d'affaires. Il voulait que son fils aille à l'école et que son fils devienne lui aussi riche avocat d'affaires plutôt que de compter les petites voitures. Sauf que son fils était tellement passionné par le comptage des voitures qu'il avait créé un dispositif pour rendre ce comptage automatique. Et son deuxième dispositif est resté connu, et son deuxième dispositif s'était appelé Microsoft. En fait, c'était l'histoire de Bill Gates qui vous était contée, ou plutôt l'une des 1001 histoires de Bill Gates. Vous voyez, Bill Gates ne peut pas cacher son handicap, voilà, et il ne l'a d'ailleurs pas caché. Voilà. Donc, d'une certaine façon, chers amis, chers parents, si vous avez un enfant qui compte les petites voitures, mouni, mouni, mouni. Non, je plaisante, mais voilà, c'est quand même à méditer. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que les bricolages autistiques, dans 9 cas sur 10, ça rate. Voilà, ça c'est un autre problème. Mais vous n'imaginez pas jusqu'où ça peut aller. Il y a des gens autistes qui sont... par exemple, j'ai un ami proche, il m'écrit toutes les nuits. On peut le nommer, je crois, Eric Lucas. Eric Lucas, dire comme son nom l'indique, français, mais il vit au Brésil. Il est réfugié politique au Brésil. Pourquoi? Parce qu'en France, il a eu une vie misérable. Il était clodo, hospitalisé de force dans divers asiles psychiatriques. Donc, il est au Brésil et il est donc réfugié politique là-bas. C'est assez cocasse, mais les choses sont parfois étonnantes dans la vie. Et lui, c'est un bricoleur comme vous ne l'imaginez pas. D'ailleurs, il est au Guinness des records. Il est l'homme qui a le manteau le plus complet du monde. Dans son manteau, il y a plus de 1000 outils. Voyez, depuis la station de filtrage d'eau jusqu'au compteur de radioactivité, en passant par toutes sortes de perceuses électriques. Et le tout tient dans un manteau qui n'est guère plus épais qu'un manteau hivernal européen classique. C'est tout à fait extraordinaire. Bon, à l'aéroport, je ne vous dis pas. Mais bon, c'est un autre problème. Et donc, par exemple, Eric Lucas a totalement rebricolé sa voiture. Il a appris que lorsque l'on était kidnappé, généralement, le malfrat nous enfermait dans le coffre. Il a donc dès lors installé un dispositif pour ouvrir le coffre de l'intérieur. Voyez, et beaucoup d'autres choses indispensables à
la vie de cette sorte. Mais je veux dire, le bonhomme, s'il avait rencontré un financier, il serait devenu multimilliardaire, quoi. Enfin, mais ce n'est pas tout à fait son état d'esprit. Des bricoleurs comme ça, et il y en a plein. Mais bon, passons. Et le résultat des courses, c'est tout simplement ça. Voici la ratatouille autiste. Comment est-ce que les non-autistes font de la ratatouille? Ils mélangent tout, c'est dégueulasse. Les gens autistes font autrement. Les gens autistes préfèrent l'ordre et la méthode. Donc ici, le rat autiste a découpé des rondelles parfaitement superposables l'une à l'autre, qu'il dispose de façon harmonieuse et avec une séquence de couleurs bien précise. L'avez-vous remarqué? Et ça, cette recette-là, à laquelle personne n'avait songé, eh bien, elle fait fondre les critiques. Même le critique gastronomique le plus revêche, le plus désagréable et le plus redouté, eh bien, lui aussi, fond est conquis. Ça peut nous donner à réfléchir. Alors, vous me direz tout cela, ce sont des films, oui, certes, mais dans la vraie vie, je peux vous l'assurer, j'ai été ces derniers temps notamment bien des fois en présence d'une situation à tout point égale à celle donc, du film Ratatouille. Pourquoi donc? Depuis quelque temps, nous essayons d'explorer les pistes professionnelles en matière de restauration, de gastronomie pour les personnes différentes. Et je pense que c'est une filière à peu près inépuisable où beaucoup de gens peuvent se retrouver, personnes autistes ou personnes ayant d'autres traits. Donc peut-être qu'un jour nous aurons à Nice un restaurant autiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait chouette, non? Ça existe déjà à Grenoble, il y en a un. Ça marche très bien depuis des années d'ailleurs. Pourquoi n'y aurait-il pas un restaurant autiste à Nice? Voyez? Alors, à quoi sert un resto autiste? Premièrement, il donne du boulot à des autistes, ça c'est sûr. Deuxièmement, eh bien, ça permet aux clients qui sont un peu lassés des restaurants habituels, on a vite fait le tour, resto chinois, resto ceci, de découvrir d'autres types de gastronomie, non? Voyez, à méditer. S'il y a parmi vous des investisseurs, à méditer. Voilà. Donc, en tout cas, nous le voyons, les spécificités, les traits de fonctionnement des gens autistes peuvent amener à toutes sortes de résultats intéressants. Maintenant, si vous le voulez, voyons en pratique à quoi peut rimer une vie d'adulte. Cette fois, on va quitter l'univers des films à regret parce que, d'une certaine façon, on peut, je dirais, parler pendant des heures et des heures de certains personnages handicapés dans les films. L'un de mes préférés, c'est Rantanplan, quoi. Je suis un peu comme Rantanplan, quoi. Mais bon, passons. Nous pouvons quitter cet univers-là pour entrer dans le monde d'irréel. Dans le monde d'irréel, quelle est la place, quelle peut être la place des personnes? Je vous propose quelques 2 ou 3, pas plus, exemples. Évidemment, ce sont des exemples pris de façon subjective, mais néanmoins, je vais essayer de prendre des cas assez dissemblables pour avoir une idée relativement large des options possibles. Nous allons commencer par une entreprise que vous connaissez bien. Il s'agit de Andros. Voyez Andros, le fabricant de yaourts, compotes, beaucoup d'autres bonnes choses. C'est d'ailleurs à cause d'eux que je suis d'une certaine façon devenu autiste lourd. Voilà, à l'approche de Noël, c'est parfois redoutable. Voilà. Et donc, que se passe-t-il donc chez Andros? Il n'y a pas que les yaourts. À l'approche donc de Noël, on peut songer que derrière les yaourts et autres petite bonne chose, il y a des gens autistes qui bossent. Car oui, Andros a donc embauché des personnes autistes au nombre et ce n'est pas récent. Alors, un petit mot quand même
les gens autistes chez Andros ne sont pas des personnes autistes bling-bling, 5 étoiles, si j'ose dire, monégasques. Hein. Ce sont des personnes autistes qui donc ont vécu l'exclusion la plus brutale qui soit. Des personnes qui n'ont jamais mis les pieds à l'école, à qui on n'a jamais appris à parler, qui ont été enfermés dans des lieux psychiatriques extrêmement durs pendant des décennies pour certains, et qui y ont développé des troubles du comportement massifs. Car oui, je pense, il faut le souligner, les fameux troubles du comportement ne font pas partie de l'autisme. Ils sont le résultat d'un cadre de vie inapproprié. Si les membres de l'honorable assemblée étaient placés dans certains de ces lieux indignes, je puis vous l'assurer, vous auriez d'ici peu des troubles du comportement massifs, vous aussi. Voyez? Donc il faut le savoir. Et ces personnes donc là, aujourd'hui, bossent chez Andros. Vous me direz, ils sont masos chez Andros d'embaucher ces gens-là. Pourquoi n'embauchent-ils pas des diplômés valides? Ben, on va voir justement ce qui se passe. Alors, donc j'ai une question pour vous. Une question, si cet appareil désobéissant veut bien fonctionner, ce qui... Voilà. J'ai une question pour vous. Voici des gens qui viennent bosser le matin à l'usine. Dites-moi, qui est autiste et qui ne l'est pas? Ah ah, question difficile, parce que les gens ici travaillent ensemble. Voyez, il n'y a pas de ghetto aux autistes. Hein? Les gens valides ou non travaillent dans le même cadre, avec le même contrat de travail, à quelques bricoles près. Voyez, ça, c'est ce que l'on appelle l'inclusion. Voyez, l'inclusion, ça ne consiste pas à être gentil avec les gens. Voyez, on entend tellement le mot inclusion qu'on croit le connaître. Mais en vérité, bien de ceux qui l'utilisent ne l'utilisent pas à bon escient. Voyez, être donc gentil, ça ne veut pas dire être inclusif. Voilà. Être inclusif, ça a un sens bien précis. En l'espèce, donc, ici, nous le voyons, tout le monde travaille au même endroit. Ah, me direz-vous, c'est un miracle? Non, il ne s'agit nullement d'un miracle. Il s'agit de l'application rationnelle des connaissances et des outils dont nous disposons en matière d'autisme. Alors, donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, juste 2 exemples. Un exemple tout d'abord d'outils de gestion de l'espace. Quand vous allez dans une usine agroalimentaire, vous verrez des cartons partout, partout, partout. Sur chacun des cartons, en petits caractères, est marqué, par exemple, yaourt nature. Fort bien. Mais si je ne suis jamais allé à l'école et si je ne sais pas lire, comment est-ce que je saurais que là, il y a du yaourt et pas du tiramisu? Voyez? Donc, c'est pour cela qu'on a dû inventer un autre dispositif. On utilise un dispositif de marquage coloré sur le sol. Voyez, telle couleur correspond à tel produit. Et c'est gagné. Ça marche non seulement pour les camarades autistes, mais ça marche aussi pour les non-autistes qui ont oublié leurs lunettes ou que sais-je. Voilà. Donc, à méditer. Ça, c'est ce qu'on appellerait dans le petit charabia de l'autisme un exemple de structuration de l'espace. Alors, excusez ce genre de charabia, mais maintenant, voyons un autre exemple au niveau de la gestion du temps. Voyez, je vais essayer de vous montrer un exemple d'agenda ou d'emploi du temps mural. Voici un petit moment. On aura, voilà. Voici l'agenda de Reniker. Donc Yeni, la jeune femme, qui est d'ailleurs une copine de longue date, vient de décrocher pour nous l'agenda mural de Reniker. Alors, donc, vous le voyez, au cours de sa journée, Reniker exécutera les tâches qui sont décrites par les images en question. Voilà. Donc, comme cela, la journée se passera bien. C'est ce que l'on appelle, et je crois toutes les maisons qui ont des enfants, des adultes en situation d'autisme, on appelle cela donc un emploi du temps, un mural. Voilà. Alors, Reniker, c'est toute une histoire. Hein, voyez, on pourrait vous en raconter. Hein. Reniker avait probablement le profil le plus difficile que l'on puisse imaginer. Hein. Il avait été victime de l'exclusion la plus brutale. Hein.
Et Reniker, donc, a été embauché par Andros pour une raison très simple. On s'était dit, si ça marche avec lui, c'est que ça va marcher avec n'importe qui d'autre. Voyez. Et 3 ans, un peu plus après son embauche, eh bien, je peux vous dire que Reniker, aujourd'hui, commence à apprendre à parler. Alors que les pontes de la médecine nous avaient assuré qu'il était hors de question d'envisager le début de l'apprentissage du langage au-delà de l'âge de je ne sais combien, 6, 7 ans, que sais-je. Voilà, donc à méditer peut-être. Ah, certes, il ne parle pas encore comme Démosthène, mais néanmoins son langage est devenu fonctionnel. Il peut commander une pizza. Ce que parfois moi-même je ne sais pas faire, mais bon, passons. Voilà. Donc c'est tout à fait remarquable. Et puis surtout à Reniker, il y a 1001 histoires géniales au quotidien. Juste une anecdote pour la route, si j'ose dire. Il faut imaginer que ce n'est pas votre serviteur qui la raconte, mais Yenny, cette jeune personne ici présente à l'écran. Voici l'histoire. Un jour, Yenny était à l'usine avec Reniker. Et elle devait lui apprendre les rudiments du métier. Sauf que, surprise, comportement non prévu, soudain, Reniker s'approche donc de Yenny et pose son index sur le ventre de Yenny. Elle prend évidemment peur. Et là, elle entend pour la première fois Reniker lui dire quelque chose. Il lui dit « bébé ». Alors, évidemment, elle oublie l'incident, mais 2 semaines plus tard, elle apprend qu'elle est enceinte. Voyez? Donc peut-être un nouveau métier pour Reniker, car je ne sais pas. Mais vous voyez, travailler avec des personnes différentes, c'est être plus ou moins en permanence en présence d'histoires surprenantes, nouvelles, imprévues. Alors, j'ai un petit sondage à faire auprès de vous. À votre avis, chers amis, dites-moi, quel est le taux d'absentéisme des travailleurs autistes chez Andros? 0. Quel est le taux de grève de travailleurs autistes chez Andros? Voyez? Alors moi, j'ai des petites idées de réforme de la SNCF, moi. Voilà. Bon, bref, passons. Voilà. Autre chose. Cette fois, il faut imaginer que c'est Jean-François Dufresne, le patron d'Andros et copain de longue date, si j'ose dire. Je l'ai encore revu avant-hier, qui vous raconte les choses. Imaginez donc le problème suivant. Vous devez faire un yaourt. Comment est-ce que l'on fait un yaourt? Au début, vous avez un bac. Vous devez mettre 4 kg 600 de sucre dans le bac. Si vous confiez cette tâche à des non-autistes, ça sera compliqué. Vous aurez tantôt 5 kilos, tantôt 4 kilos de sucre. Ça dépendra du signe du zodiaque, de la flemme du jour, de l'âge du capitaine et de toutes sortes d'autres paramètres ésotériques encore. Par contre, si vous confiez cette tâche à Reniker, vous aurez toujours strictement 4 kg 600 de sucre. N'est-ce pas beau la vie? Voilà. Et après le sucre vient le dosage de la vanille. Et là, la vanille coûte bonbon. Voilà. Non, rien que pour l'usine de Onon, c'est près de Chartres, et rien qu'avec le dosage plus précis de la vanille et compagnie, Andros a économisé pour plus de 30 000 € de matières premières. Comme l'aurait dit Greta Thunberg, l'autisme c'est écologique et économique. Voilà. Donc à méditer. Voilà. Mais à titre personnel, ce qui m'a le plus frappé, ce n'est même pas l'aspect boulot, c'est de voir le cadre de vie des personnes, de voir leur logement. Oui, ces personnes-là ont chacune leur logement, un logement d'une propreté saisissante. Ah non, il n'y a pas de femmes de ménage qui passent. Le principe, c'est qu'ils ont appris à faire tout par eux-mêmes. Voyez? Et là, je crois, on se dit que franchement, on a raté des choses. On a sacrifié tant de générations de personnes alors que ces mêmes personnes auraient pu avoir une bien meilleure qualité de vie.
à méditer. Donc, je tiens à faire, si vous le permettez, une toute petite parenthèse. J'ai plein de copains pour diverses raisons dans le Pacifique. J'ai vécu en Nouvelle-Zélande et je vais de façon régulière sur le Caillou, en Nouvelle-Calédonie, donc comme on dit. Et donc là-bas, il y a toutes sortes de programmes fascinants pour l'inclusion des gens. Il y a par exemple en Nouvelle-Calédonie, et je sais bien volontiers que je leur fais de la pub, un gîte, le Zianu Lodge, Z-I-A-N-U Lodge, qui est donc un gîte entièrement tenu par des personnes autistes. J'y ai passé pas mal de nuits d'ailleurs au mois de septembre. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point les lieux sont bien tenus, hein, avec une rigueur, une précision assez fascinante. Donc il y a, j'en suis convaincu, un vrai potentiel à ce niveau-là. Alors puisque nous sommes un peu dans les histoires de l'autre bout du monde, eh bien juste une ou deux petites anecdotes, j'espère que ça vous plaira. Alors nous irons visiter cette petite école. Voici une petite école en tribu, comme on dit. Hein. Donc c'est une tribu en pays kanak. Hein. Comme vous le savez, la Nouvelle-Calédonie n'est plus soumise à la loi française et notamment les parties, j'allais dire, kanak, de droit coutumier, comme on dit. Donc voici une petite école française, mais néanmoins indépendante, puisque la quasiment seule loi qui s'y applique, ce sont les décisions du Conseil des anciens de la tribu. Voilà. Donc cette petite école-là, où j'ai passé une bonne partie du mois de septembre d'ailleurs, eh bien, elle accueille entre autres 2 frères autistes. Alors, quelles étaient les problématiques? L'un des frères, par exemple, il ne pouvait pas apprendre à compter parce qu'on essayait de lui apprendre à compter avec des jetons de couleur rouge. Bon, la couleur rouge n'est que rarement la couleur préférée des autistes et les jetons, quel intérêt? Donc la maîtresse d'école, cette adorable maman kanak que voici, a eu une idée géniale. Au lieu de lui apprendre à compter avec les jetons, utilisons ce qui l'intéresse, à savoir les animaux. Hein. Petite parenthèse, rares sont les autistes à s'intéresser à l'informatique. Hein. Ça, c'est un cliché médiatique. Hein. Peut-être 10 à 15% tout au plus de gens autistes s'intéressent à l'informatique. Hein. La plupart ont d'autres sujets d'intérêt. Donc lui, ce sont les animaux, ou plus spécifiquement les petits dinos en plastique. La maîtresse, donc, lui a appris à compter avec des petits dinosaures. Et là, magie, en quelques minutes, il savait compter. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et comme, j'allais dire, le jeune camarade adore les animaux, ben, on a fait venir les animaux dans la classe carrément. Les lapins, les poules, tout ça en pleine classe, c'est génial, quoi. Je ne sais pas si on peut faire ça à Nice, quoi, si l'inspecteur d'académie serait content ou pas. Vous voyez, ça je l'ignore, mais en tout cas, on l'a fait et ça marche bien. Hein. Autre aspect, je préfère ne pas mettre d'image pour ne pas traumatiser nos amis de l'éducation nationale. Hein. D'ailleurs, s'il y a des amis de l'éducation nationale, bouchez-vous les oreilles. Hein. Un grand blasphème s'apprête à retentir en ces lieux. Quoi. Hein, voilà. Donc, dans la classe de notre jeune camarade, la maman est présente. Hein. Ça se fait couramment d'ailleurs dans beaucoup de pays. En Amérique, par exemple, il est tout à fait commun que les parents, notamment en cas de handicap, soient présents dans la classe. Alors, dire ça en France, c'est comme on le dirait dans la langue du Talmud, les murs de la synagogue tremblèrent. C'est un peu ça, quoi. Hein, voilà. Pourtant, c'est relativement élémentaire. Qui est le meilleur spécialiste de l'autisme d'un enfant? Eh bien, ce sont ses parents, évidemment. Hein, voilà. Donc, autant profiter de leurs connaissances et de les mutualiser. Mais, petite dernière anecdote, clin d'œil, j'allais dire calédonien, avant de revenir en France et faire la conclusion. J'ai visité cette plantation de vanille. Cette plantation de vanille est tenue par un camarade autiste. Alors vous me direz, en quoi planter la vanille est une activité autiste? Ben, en fait, il y a un petit secret. Le secret, c'est le suivant. La vanille, vous le voyez, est une liane verte.
Donc dans cette liane, quelque part, poussent les fameuses gousses de vanille, lesquelles gousses sont vertes. Donc si vous avez l'œil autiste, vous repérez toutes les gousses. Si vous n'avez pas l'œil autiste, vous en raterez une sur deux, quoi, au moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc notre ami autiste qui exploite cette petite plantation a une productivité de 100%. C'est pas beau la vie? Et si vous plantez la vanille, inutile de le préciser, vous n'avez pas à gérer un patron en costard-cravate qui fait ses crises de comportement au bureau du matin au soir. Vous n'avez pas à gérer je ne sais quelle haute instance de certification, etc. Vous faites ce que vous voulez. Voyez, la clé d'une vie épanouie passe parfois par la vanille, quoi. Hein, voilà. Et on pourrait faire une liste comme ça des métiers auxquels on ne pense pas, mais qui peuvent être extrêmement porteurs pour des camarades différents. L'autre jour, j'étais à Charleville-Mézières. Charleville-Mézières est une ville pauvre, hein, on ne va pas se le cacher. Donc l'activité, souvent, hélas, première, c'est Pôle emploi. Enfin, d'ailleurs, c'est très non autistique. Quand vous n'avez pas d'emploi, vous êtes chez Pôle emploi, quoi. Et quand il y a un mouvement social, tout s'arrête, la belle-mère qui est moche et tout ça, ça sont les non-autistes qui ont un langage inapproprié, même en passant. Et donc, notre jeune camarade à Charleville-Mézières a trouvé un boulot génial. Il est éleveur de lombrics, de vers de terre, hein, la lombriculture. Le lombric, il s'en moque totalement de votre nœud de cravate, hein, ou de votre CV bien ou mal fait, et de votre parole volubile ou pas. Voyez? Donc vous pouvez gagner très correctement votre vie avec ces métiers auxquels personne ne songe. Et on devrait peut-être faire circuler les bonnes petites idées. À titre personnel, si on me permet cette petite confidence, j'envisage très sérieusement à moyen court terme de me lancer dans une mini plantation domestique de cacao au chocolat. Voilà, ce sont des copains belges qui m'ont donné des idées. Donc c'est mon petit objectif et la nuit, je rêvasse en pensant au plan de cacao. Voilà, donc à méditer. Enfin, donc voilà. Maintenant, si vous voulez, puisque le temps est vraiment très, je dirais, avancé, une dernière petite visite et puis ensuite la conclusion. J'ai donc la joie de faire partie depuis quelque temps de plusieurs projets d'inclusion, cette fois universitaire, de personnes différentes. Alors, donc, si cet ordinateur veut bien ça, l'un de ces projets, je vous en dirai un petit mot, c'est un projet donc localisé à Toulouse, d'où d'ailleurs le clin d'œil, et j'y retournerai ce soir à Toulouse, qui donc vise à l'inclusion des étudiants différents autistes, notamment à l'université. Ce projet-là est un projet financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, sur 10 ans et qui vise à accompagner petit à petit plusieurs dizaines d'étudiants dans ce nouveau cadre. Alors, nous avons pour l'heure une quarantaine environ d'étudiants à Toulouse, un petit peu moins à Grenoble, un petit groupe à Paris-Sud-Saclay. Petit à petit, d'autres universités nous rejoindront peut-être, on l'espère en tout cas. Et l'idée est donc de pouvoir rendre l'université inclusive. Alors, par quoi cela passe? Premièrement, il faut, par exemple, réfléchir à la question des transports. Et oui, la plupart de nos amis autistes ne peuvent pas prendre le bus. Voyez? Donc, comment est-ce qu'on va gérer la chose? Deuxièmement, la question du logement. Et oui, les logements souvent ne sont pas accessibles aux personnes autistes. L'accessibilité, c'est un sujet qui va bien au-delà des rampes d'accès. Voyez? Donc on a essayé de faire tout un travail avec le Crous local pour rendre au moins certaines parties de certaines résidences U accessibles à nos jeunes camarades.
Puis vient la question, la sainte question, si j'ose dire, de la bouffe. Hein. Alors là, pour vous dire les choses, on est parti de zéro. Hein. Le schéma classique, il y a encore 1 an et demi, c'était le suivant. À 12h30 tous les jours, au restaurant universitaire de Toulouse, plus de 4000 étudiants se pointent. Avec, comme l'aurait dit Jacques Chirac, le bruit et l'odeur. Pardon. Voyez? Et donc nos amis autistes ne pouvaient évidemment pas manger dans un tel cadre. On a dû cogiter un petit peu. Hein. Et donc, par exemple, on a imaginé un fuseau horaire aux autistes. Non pas 12h30, mais 11h30. À 11h30, il n'y a pas un chat, si j'ose dire, au resto. C'est donc le moment où les autistes peuvent passer. Ou alors un système de food truck. C'est génial. Vous venez, vous tendez un billet, vous ramassez la bouffe et c'est bon, vous êtes libre. C'est pas beau la vie? Également, par exemple, les étudiants autistes ont créé leur assos. À ma connaissance, la seule assos d'étudiants autistes en Europe continentale. Ça s'appelle la Bulle, évidemment. Et donc, la fac a réservé un local spécifique à justement ces étudiants autistes de l'assos. Ils peuvent, dans ce local-là, manger sereinement, que sais-je, à midi, par exemple. Voyez? Et puis surtout, il y a les cours. Rendre les cours accessibles. Comment faire lorsque l'étudiant ne peut pas aller à l'auditorium de 500 places? Voyez? Donc, par exemple, il faut dédoubler le cours en MOOC. Vous voyez, ces cours en ligne. Il faut faire un enregistrement des cours. Tout ça, ça peut se faire, ça commence à se faire. Et puis, il faut repenser les examens. Voyez? Alors, je passe à certaines périodes de l'année, typiquement au printemps, mes nuits à autistiser les sujets d'examen. Alors, je ne vous montrerai pas des sujets d'examen en physique, maths, tout ça, c'est chiant. Mais j'ai une anecdote qui vous donnera un peu la Le troisième côté est noté par un X. La consigne est trouvée X. L'étudiant a entouré X et a marqué « il est là ». Que faut-il en déduire? Que l'étudiant est débile? Non, certainement pas. Que l'étudiant est insolent? Non plus. Mais simplement, en vérité, la consigne était mal formulée. Et ça, je peux vous l'assurer, après avoir épluché Dieu sait combien de sujets d'examen, d'université, de bac, enfin tout ce que vous voulez, je peux vous dire que rares sont les sujets d'examen à être autisto-compatibles. Voyez? Et c'est à cause de ces choses-là que nos camarades échouent. La même chose, d'ailleurs, les mêmes remarques vaudraient à propos, par exemple, des troubles 10. Comment se fait-il qu'en France, à peu près aucun éditeur n'ait adopté des polices de caractère compatibles avec le profil 10? Lorsque j'ai vécu en Nouvelle-Zélande, j'ai pu visiter dans la ville de Christchurch, qui est la 3e plus grande ville du pays, le musée des cultures 10. Il y a en plein centre de la ville, dans un bâtiment historique, un musée des cultures 10. Et dès que vous franchissez la grille du jardin, vous êtes happé en quelque sorte, vous y voyez le monde, les livres et que sais-je, tels que les voient des personnes 10. Et là-bas, il est tout à fait banal que des éditeurs publient des livres avec des polices de caractère 10 compatibles. Voyez? En France, quand est-ce qu'on aura enfin des manuels scolaires imprimés de façon adaptée à finalement une part grandissante des chères têtes blondes à l'école et à l'université accessoirement aussi. Voyez? C'est toujours très compliqué d'estimer la proportion des gens concernés.
Mais si vous prenez l'exemple de l'université belge de Louvain, qui est quand même la 4e plus grande université francophone au monde et qui a beaucoup investi dans l'inclusion des gens autistes et où d'ailleurs, si tout se passe bien, je travaillerai à partir de l'an prochain. À l'université de Louvain, vous aurez prochainement 1/3 d'étudiants à besoins spécifiques. Voyez, 1/3. Waouh! Voyez? Et là, on voit de combien de talents on s'était privé. Parce que finalement, au-delà de tous ces aspects un peu amusants ou grotesques sur le point de vue, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste sont les souvenirs des rencontres. Par exemple, je repense à cette camarade de la fac de Toulouse qui n'avait jamais mis les pieds à l'école quand elle était petite, parce qu'aucune école de France et de Navarre n'avait voulu d'elle. Je repense à cet autre camarade qui m'avait avoué au bout d'un long moment, parce que pour lui la parole n'est pas encore forcément des plus simples, qui m'avait avoué au bout d'un long moment que quand il était petit, presque aucune mention n'avait été portée dans son carnet de santé. On pensait qu'il allait mourir très prochainement. Et donc, l'une des seules choses qu'on y avait fait figurer avait été la mention en lettres majuscules, en diagonale, barrant la page, autiste profond. Aujourd'hui, donc, il est en 2e année d'informatique à la fac et il a validé sa première année. Et s'il a validé sa première année, ce n'est pas parce qu'on la lui aurait donnée par charité chrétienne ou autre. Non, il a validé sa première année parce qu'il en a largement les compétences. Et alors, évidemment, ce n'est pas un étudiant que vous rencontrerez un soir de beuverie en boîte de nuit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il réussit même en 1, parce que c'est un autre sujet. Encore, enfin... Sinon, peut-être pour finir, 2 toutes petites histoires, 2 mini-conclusions. Première mini-histoire. Au mois de juin dernier, j'ai fait une rencontre spectaculaire, en tout cas qui m'a beaucoup donné à réfléchir. J'ai rencontré au mois de juin dernier donc Jacques Dubochet. Alors vous me direz, c'est qui lui? Jacques Dubochet est un prix Nobel de chimie. Voilà. Alors, Jacques, si j'ose dire, quand vous ne savez pas qu'il a un prix Nobel de chimie, vous direz pardon, vous direz pauvre type. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a une élocution difficile, c'est quelqu'un qui a un vocabulaire très limité, c'est quelqu'un qui a des troubles de gestion de ses mouvements en 3D. Donc, au cours de notre discussion, il m'a frappé à maintes reprises. C'est un peu ça. Enfin, alors, comment est-ce que je l'ai rencontré? C'est très simple. Il était invité à un symposium savant. Et comme il déteste le bruit, la foule et les gens hypocrites qui lui font dire « Monsieur le professeur, veuillez daigner vous donner la peine d'entrer. » Voilà. Donc comme il a horreur de ça, il s'était réfugié dans l'une des arrière-salles. Vous voyez, généralement, il y a derrière la scène toutes sortes de petites pioles cachées. Quand il s'était réfugié là-bas. Et donc votre serviteur, comme j'ai spontanément le même type de fonctionnement, je me suis également réfugié par là-bas. C'est donc là, dans l'arrière-boutique, qu'un colloque autistique à 2 s'était tenu, on va le dire comme cela. Et donc, Jacques Dubochet m'a conté beaucoup de choses, et entre autres son histoire. Pour le dire en 2 mots, Jacques Dubochet n'était pas scolarisé, parce qu'aucune école ne voulait de lui. En plus, c'était les années 40. Donc, les années passaient et le retard augmentait. Et un jour, donc, son père, c'était juste après la guerre, son père avait reçu une grosse commande pour construire des ponts. Son père construisait des ponts. Et donc, ils étaient partis dans un lieu rural, peu importe les détails. Et là, donc, par hasard, il y avait un vieux prof retraité qui, par charité chrétienne, avait bien voulu s'occuper du petit. Et le petit, donc, avec des gribouillis sur des feuilles que le vieux prof lui faisait, a commencé ses apprentissages. Voyez. Cette histoire-là va beaucoup nous donner à réfléchir. Et puis, 2e petite histoire de conclusion. Cette fois, on va changer. J'ai un ami autiste de très longue date qui a pour centre d'intérêt dominant, sinon unique,
les langues. Alors, mon ami que je connais depuis 18 ans, ah non, c'est pas lui, lui il est un peu trop jeune. Mon ami autiste, donc, si vous le rencontrez et vous lui parlez de Lady Gaga, et vous regardera de son regard fixe et ne dira pas un mot. Vous direz, il a une déficience intellectuelle, quoi. Hein? Et lui, il se dira pourquoi lui, il parle de ce sujet crétin, quoi. Hein? Voilà. Donc, bref. Et donc, il fait des dictionnaires d'usage quotidien, tels qu'un dictionnaire de vieux corniques, de vieux manois. Alors, si ces noms de langue vous disent des choses, j'ai un diplôme en chocolat pour vous, quoi, un d'autisme évidemment. L'autre jour, j'avais parlé du vieux cornique et quelqu'un dans la salle s'était levé et avait commencé à nous débiter la définition du vieux cornique. En fait, c'était quelqu'un de chez nous, il s'était démasqué, quoi. Voilà. Passons. Et je me suis fait bien des soucis pour mon ami au cours de ces années. J'avais peur qu'il ne finisse clochard, SDF, comme beaucoup de gens autistes d'ailleurs. J'avais peur qu'il ne se suicide, là aussi, comme beaucoup de gens autistes. Un vrai carnage dans mon entourage, ça dit au passage. Et donc, par contre, ce qui s'est passé, c'est que Dame Fortune, eh bien, a souri à mon camarade. Il a trouvé une petite source de revenus. Comment a-t-il fait? Il a fait à la façon autiste. Explication. Ne faites pas d'études de lettres modernes ou de lettres anglaises. En études de lettres modernes, lettres anglaises et compagnie, vous serez avec 500 autres étudiants dans la salle. Ça sera difficile à tenir. Et lorsque vous postulerez à un emploi, évidemment, l'entreprise préférera embaucher quelqu'un de valide, l'un de vos nombreux concurrents. Faites plutôt des études de vieil éthiopien. Dans le cursus de vieil éthiopien, vous serez seul avec le prof. Le prof sera ravi d'avoir un étudiant après 20 années de disette. Et le prof sera au moins aussi chelou que vous. Et donc, dès lors, il vous jugera normal. Voyez? Et un jour, je sais que c'est vilain de parler de la sorte, un jour, le prof de vieil éthiopien sera rappelé auprès de l'Éternel, comment dire en Éthiopie, Exiab. Voilà. Sauf que ce jour-là, un poste de prof de vieil éthiopien sera libéré. Et l'université, même si elle ne vous aime pas, même si vous êtes aussi mal coiffé que moi, je ne suis jamais allé chez le coiffeur de ma vie, même si vous ne savez pas faire un nœud de cravate, même si votre CV ne ressemble à rien, mais bien l'université sera obligée de vous embaucher. Il n'y aura pas de contre-candidat. C'est ce qu'a fait mon ami avec le vieil Irlandais, mais bon, c'est un peu comme le vieil Éthiopien, passons. Et à l'automne dernier, donc, il lui est arrivé quelque chose que jamais je n'aurais cru possible, à savoir, donc, il est devenu papa. Et c'est là que les problèmes commencent. Pourquoi donc? C'est très simple. À la naissance de son enfant, de son fils, donc, voici une pensée terrifiante a envahi l'esprit de mon ami. Et si jamais son enfant n'était pas autiste, imaginez d'avoir un gosse à la maison qui ne s'intéresse ni à la morphosyntaxe du proto-élamite oriental, ni à la formation de l'aoriste sigmatique en sanskrit védique. Et il veut regarder TF1. Comment est-ce qu'on peut éduquer un tel gosse, quoi? Donc, dans un moment de grande inquiétude, mon ami a pris cette photo qu'il m'a envoyée et j'ai moi-même transféré cette photo à des amis autistes qui ont le regard expert. Et ensemble, nous avons analysé cette photo. Il semblerait, je parle au conditionnel, il semblerait que le petit ait déjà le regard autiste. Ouf, les parents sont soulagés. Bon, quand on connaît le profil des deux parents, il y avait assez peu de risques, en fait, qu'il en soit autrement. Mais bon, passons. Alors, est-ce que le petit est vraiment autiste? Il n'a toujours pas de diplôme,
Il est sans papier, hein, enfin, dans l'autisme. Hein. Mais il y a une chose dont je suis d'ores et déjà sûr, c'est que mon ami, donc le papa, sera un bien plus fiable. Et j'oserais même dire bien meilleur papa qu'un certain nombre de gens qui pensent être normaux. Et j'oserais ajouter une toute dernière phrase. Il y a parfois des gens qui croient que je suis suisse. C'est faux. Hein. Je n'ai rien à voir avec la Suisse. Hein. Parce que parfois, il y a des agents du fisc dans la salle. On n'est jamais assez prudent. Quoi, hein. Ma façon de parler s'explique par un très gros retard du langage que j'avais dans l'âge enfantin et l'absence d'orthophonistes fonctionnels à l'époque. Mais j'aime quand même taquiner les gens avec la Suisse. Voici, dans le préambule de la Constitution helvétique, il y a une phrase que j'aime bien et je la citerai pour finir tout à fait. Et dans sa version française, elle s'énonce comme suit. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Merci.